bienvenue à tous pour ce 12e atelier du Sommet virtuel du climat, donc sur le thème de innovation éco-responsable et données produits pour répondre aux défis du développement durable dans les industries agroalimentaires. Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de l'APCC, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et coordinatrice du Sommet virtuel du climat. C'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier. Et avec moi, ce matin, j'ai Olivier Messager, dirigeant fondateur chez O2M Conseil, Jean Bressou, directeur général chez Kindou, et Claire Maurice, consultante expert en éco-conception agroalimentaire chez O2M Conseil, et qui s'occupera en particulier de vos questions tout au long de l'atelier. Nous sommes ensemble pour 1 heure et avant de commencer, je voulais vous redire quelques petits mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission du Sommet virtuel du climat, à savoir vous permettre à tous, entreprises et collectivités, de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, comme vous avez pu le voir sur le programme, on a près de 50 webconférences et ateliers. Donc, n'hésitez pas à aller piocher toutes celles qui vont vous aider à avancer puisque c'est notre objectif. Alors, oh mince, j'ai un problème dans l'affichage de mes slides, on dirait. Hop. Je reprends. Voilà. Donc, du coup, je voulais donc vous préciser que cet événement est initié et coordonné donc, par la PCC, mais qu'il est également coporté par l'ADEME, l'Association Bilan Carbone et la Fédération Sinov. Je voulais en particulier remercier tous nos soutiens et nos parties prenantes, et en particulier les sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran, et également toutes les personnes qui nous ont soutenus vraiment de plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. Donc, vraiment, merci à toutes ces personnes de tout cœur. Également, il est important pour nous de vous proposer un événement qui soit gratuit et accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Je vous remettrai le lien dans le chat un peu plus tard durant la conférence. Concernant les aspects logistiques de cet atelier, donc 2 petits points à noter. Donc, le premier, c'est que vous pouvez poser vos questions donc, tout au long de la webconférence par écrit et dans l'onglet questions-réponses, puisque c'est là que les intervenants viendront les piocher. Et si vous avez seulement des commentaires ou des remarques, vous pouvez les faire dans l'onglet discussion. Pareil, prêtez attention aux destinataires. Vous pouvez l'envoyer à tout le monde ou vous pouvez l'envoyer à des personnes en particulier. Je précise également que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du Sommet virtuel du climat et que vous recevrez un email à ce moment-là. Voilà, vous pourrez contacter nos intervenants par mail. Dans le message que vous recevrez à la fin de cette conférence, vous aurez leur mail qui vous sera transmis. Voilà. Il me semble que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous partager. Vous êtes à présent une bonne trentaine de connectés et ça monte encore un peu. Donc, du coup, je vais passer la parole à Olivier pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Bonjour et merci Emeline. Donc, je me présente Olivier Messager. Je suis avec Jean Bressou. On va essayer en 1 heure de vous expliquer sur quoi on travaille depuis un moment pour pouvoir en fait accélérer la réduction de l'empreinte carbone dans les filières agroalimentaires. Alors, on se charge la page. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde voit bien, que ça défile bien. Oui, c'est bon. C'est bon, nous, ça ne bouge pas sur l'écran. Voilà. Donc, les sujets qu'on va aborder, on va vous faire un état des lieux des données à maîtriser pour chaque produit qu'on va chercher à les éco-concevoir pour alimenter les trajectoires de degrés. Mettre en parallèle le développement des labels et des indicateurs, puisqu'aujourd'hui, on a des labels qui sont plutôt sur des pratiques, alors que notre positionnement est plutôt en fait, sur de la donnée pour alimenter en fait, la compta carbone notamment et environnementale de manière un peu plus large. Vous expliquez que pour tendre vers une trajectoire de degrés, l'éco-conception de produits est un outil assez puissant, mais qui s'appuie sur des données en fait, maîtrisées et comment on va accélérer en fait, l'éco-conception grâce aux outils qu'on a déployés.
et puis un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, puisque vous le verrez, on travaille dans l'agroalimentaire, les deux structures, parce qu'on est deux structures des Pays de Loire et Bretonne, qui sont d'une vingtaine de personnes en croissance, avec une indépendance, puisque nous sommes chez nous et avec des capitaux familiaux. Et puis ensuite, quels sont les outils qu'on a développés pour accélérer l'éco-conception, pour aller un petit peu plus vite? Les enjeux sont si forts qu'on va avoir besoin pour nous en fait, du numérique pour accélérer en fait, dans le monde et dans la filière agroalimentaire l'approche produit, notamment bas carbone. Donc, c'est ce qu'on va essayer en fait, de traiter pendant une heure à vos côtés. Donc moi, je suis Olivier Messager, je suis le fondateur et dirigeant de Deuxième Conseil, et Jean qui est à mes côtés, qui va se présenter rapidement. Oui, donc Jean Bressou, et effectivement, je dirige Kindu, qui est un logiciel de PLM, MDM, c'est le référentiel des produits pour l'innovation des produits et notamment pour les aider à être éco-responsables. Donc, très rapidement, donc pour E2M, donc ça fait 15 ans qu'on existe. On reste indépendant, on innove beaucoup puisqu'on a toute une structure qui travaille sur les méthodologies de compte à carbone, notamment dans les métiers du vivant. Donc, on alimente des bases de données, on fabrique des bases de données et on contribue aux méthodologies. Quand on parle d'approche globale, c'est que très rapidement, moi quand j'ai démarré il y a 15 ans, c'était bilan carbone, mais on fait des analyses de cycle de vie depuis 12 ans. Donc, on a tout de suite anticipé les transferts d'impact dans nos approches. Remise en cause des modèles établis, c'est ce qu'on va vous présenter là. Puis, on a des partenariats en fait, pour E2M, notamment avec l'INRAE ou autres dans les filières agroalimentaires, pour pouvoir fabriquer ou alimenter la base de données, notamment Agribalise. Et nos métiers, pour faire simple, on a une partie carbone, donc bilan carbone, trajectoire SBTI jusqu'à l'évaluation ACT. Une autre activité éco-conception, donc de l'analyse de cycle de vie à l'éco-conception jusqu'aux revues critiques. Pour accélérer l'éco-conception, qui sera l'objet de cette présentation, c'est l'intégration avec Kindu de toute une offre PLM PIM qu'on va vous détailler, et puis un dernier bloc sur la partie RSE. Et pour le reste, on fait de l'audit, de la formation, on a une partie communication et on travaille sur des publications en termes de guide méthodologique. Voilà pour la partie d'O2M. Alors, je vais vous présenter rapidement Kindu. Nous, on est un peu plus la partie outillage de ce beau projet. Donc, on est un éditeur de logiciels avec pas mal d'ancienneté, puisqu'en fait, on a été fondé par Bertrand Vignon, qui avait fondé VIF dans les années 80. Et on s'est tout de suite intéressé à l'étiquetage environnemental. C'était un petit peu tôt. Et du coup, on s'est dit, mais on va avoir besoin des données. Des données, vous allez voir, on va le démontrer, mais il y en a partout dans l'entreprise. On a vite voulu positionner notre logiciel comme le référentiel interne pour vos données, pour faire du PLM, du MDM, du PIM. Et donc, ça a commencé par les normes INCO. Et en 2014, on a séparé les deux sociétés pour fonder Kindu. Voilà, qui a commencé par mettre en place toute la formulation, etc., mais notamment les Nutri-Score. Et en 2020 est revenue la loi AGEC, qui nous a remis en fait dans le sens de notre histoire. Et alors, ça faisait bien 10 ans qu'on travaille avec toi, Olivier. Mais là, on a souhaité renforcer le partenariat et créer un module ensemble pour faciliter et accélérer l'éco-conception des produits. J'ai envie de dire, si on part vers la ruée vers l'or, Olivier, tu as le trésor, mais nous, on fournit les pelles et les pioches. Ça. Juste rapidement, comment ça se compose, hein, c'est une suite logicielle avec votre référentiel interne de données, c'est ce qu'on appelle notre socle. Autour de ça, vous allez pouvoir faire travailler toute l'entreprise, soit via la gestion de projet, soit via le sourcing, soit les réclames en conformité. Donc, aussi la formulation, le packaging, et puis publier. Donc, vous allez retrouver là, finalement, tous les services de votre entreprise, la R&D, le marketing, les achats, ou à peu près tout le monde, en fait, sauf la compta. Ce n'est pas notre métier. Voilà. Et donc, du coup, on vient de développer ce module qu'on appelle développement durable,
mais en collaboration avec O2M et dans le but d'alimenter la trajectoire bas carbone. On a une bonne nouvelle aussi, c'est que ce module, on l'a pensé standalone, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire qu'il est autonome. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir toute la suite Kindle pour pouvoir faire de l'éco-conception. Et là, ce qu'on va vous dérouler, c'est le pourquoi du comment on est arrivé en fait à se rapprocher et de co-développer ce type de solution au regard de tout ce qui était en train d'arriver au niveau en fait réglementaire, la demande des produits, les spécificités de l'agroalimentaire, les nouvelles exigences de la grande distribution. Donc moi, je vais rappeler quelques éléments de contexte. Dans le cas du sommet virtuel du climat, donc peut-être que c'est des redites, parce que si vous avez suivi les ateliers, il y a des choses que vous avez déjà entendu parler, je vais en faire une synthèse assez rapide. Donc, le premier point sur cette partie-là, on a les accords de Paris qui demandent à juste titre de tendre vers la neutralité carbone avec un certain nombre d'objectifs pour limiter en fait nos impacts environnementaux par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a quelques marges de manœuvre autour de 8% à peu près pour tendre vers l'absorption et la séquestration d'un certain nombre en fait, d'émissions. Donc, concrètement, on va avoir des trajectoires qui se tendent parce qu'on ne va pas assez vite. Moi, j'aime bien prendre l'exemple où aujourd'hui, on est un petit peu trop gros et on doit maigrir. Et pour maigrir, pour l'instant, on a juste arrêté les cacahuètes et les apéros et on doit aller un peu plus vite pour maigrir encore plus rapidement. Et il va falloir qu'on trouve tous les outils pour pouvoir réduire nos impacts environnementaux. Donc, tout ça, ça a été décliné en fait, dans des objectifs de réduction avec la stratégie nationale bas carbone. Et malgré tout ce qu'on entend depuis un moment, on ne va pas encore assez vite. Puis on a besoin de données, on a besoin de prioriser, on a besoin de définir quelles sont les gammes de produits les plus impactantes pour encore aller plus vite. Donc ça, c'est des sujets en fait, de fond au regard en fait, des enjeux qui nous concernent. Ça, c'est un premier point sur les évolutions réglementaires. Le deuxième point qui est important, c'est que ça s'est déjà concrétisé avec des objectifs pour les 10 prochaines années. Et 10 ans, en fait, c'est très, très, très court. On arrive en 2022 avec, dans le transport, des objectifs de réduction, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans les déchets que vous voyez ici. Et encore beaucoup plus ambitieux en 2050. Et ça, nous, on voit que ça commence à avoir une influence au niveau des banques, puisqu'on est sollicité aussi par des investisseurs qui veulent savoir s'ils investissent dans des entreprises ou pas qui vont respecter ces trajectoires-là. On revoit apparaître des outils coercitifs ou des tendances en termes de taxation carbone. Et surtout à droite, et on va reparler un petit peu parce que ça fait partie de la loi climat, c'est un besoin de transparence avec soit des affichages simplifiés, parce que parler de carbone, de particules fines ou d'autres, ce n'est pas accessible pour tout le monde, mais avec une expérimentation actuelle qui a été aujourd'hui un booster sur la solution qu'on a fait, c'est l'arrivée en fait de l'affichage environnemental 10 ans après le GT1 pour ceux qui ont participé, avec différentes initiatives dont on va vous parler. Donc ça, aujourd'hui, il y a les premières déclinaisons qui apparaissent. Donc concrètement, ça se traduit de cette façon-là. Et si on regarde la répartition de l'impact en moyenne dans une filière, dans la filière agroalimentaire, c'est que le premier impact, c'est l'agriculture. Donc, c'est les matières premières agricoles. Donc, ça dépend en fait sur quel type de production vous êtes. Si c'est des produits végétaux, vous pouvez descendre entre 40 et 50 si vous êtes sur des légumes de 4e gamme. Par contre, si vous êtes par exemple sur du lait ou de la viande, vous pouvez monter tout de suite à 90-95% des impacts qui sont la partie amont. La partie transfo, fret et tout, donc énergétique pure, en moyenne, on est à 20%, puis il y a la partie conso et tout. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que dans le métier du vivant et dans l'agroalimentaire, c'est quelque chose, c'est un profil qui est assez différent et qui est très, très lié, en fait, quand on parle de carbone, aux masses, pour faire simple. Donc pour ça, nous, il y a eu un atelier spécifique qui présente un outil qui s'appelle FarmTerix sur la partie amont. Je vous inviterai à regarder dans les réunions de SVC ce qui concerne O2M. La partie qui veut nous intéresser là, aujourd'hui, c'est la partie Kindle, c'est comment on va standardiser tout ça et améliorer en fait la rapidité. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, on reprend cette demande qui arrive en plus des calculs, mais de transparence dans la filière alimentaire. Donc, je vais passer rapidement les parties de gauche sur les pratiques agricoles et de la GMS, mais c'est surtout l'arrivée en fait d'une étiquette environnementale
type EcoScore, mais aujourd'hui, vous verrez, on a 7-8 initiatives qui sont différentes. Et toutes les initiatives sont basées sur l'analyse de cycle de vie, avec des systèmes de bonus-malus ensuite. Certains vont être beaucoup plus orientés en fait environnemental, d'autres vont intégrer comme la note globale des dimensions sociales, mais c'est la volonté en fait d'informer le consommateur sur, comme ça a été fait pour le Nutri-Score, sur la partie nutritionnelle, sur la partie environnementale, il y a une forte accélération sur le sujet. Et on a des distributeurs qui sont en train d'embrasser aussi le sujet. Donc nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est de plus en plus sollicité sur cette partie-là, à savoir éco-conception, analyse de cycle de vie et une sortie compréhensible par le consommateur. Voilà. Et ça rejoint en fait les demandes de la loi climat. Je vais quand même faire un focus. Donc nous, historiquement, on est dans l'agroalimentaire, on est dans le Grand Ouest, un des plus grands bassins. C'est là où il y a beaucoup d'activités au niveau industriel, même si on est basé maintenant sur différentes parties de la France. Et ce qu'on a vu évoluer aujourd'hui dans l'agroalimentaire, c'est qu'on est parti d'un moment où il fallait donner à manger, pour faire simple, après la guerre. Donc, on a été très, très vite pour produire à pas cher et on a produit plutôt des volumes que de la quantité. Et puis, vous voyez les concepts qui évoluent. Et aujourd'hui, en fait, c'est la prise en compte de la durabilité au niveau en fait, de la filière agroalimentaire qui est demandée, après notamment la partie nutritionnelle. Donc ça, c'est assez nouveau et ça complexifie d'autant plus ce produit-là, puisqu'il y aura des arbitrages à faire entre les apports nutritionnels d'un produit et ses impacts environnementaux, qui sont des sujets qui sont assez compliqués en fait, à arbitrer. Et une de nos volontés, c'est de donner assez rapidement en fait, tous les outils et toutes les informations pour que les décideurs puissent arbitrer en fait, entre ces deux parties, qui ne sont pas toujours, en fait, on va dire, cohérentes dans certains cas. C'est important d'en rappeler. Voilà. C'est vrai qu'on voit apparaître une avalanche d'informations. Il y a plein de données autour des produits. On fera un petit jeu tout à l'heure. Il y a plus de 60 initiatives sur tout ce qui est environnemental. Vous avez des labels reconnus, des innovations sectorielles et puis d'autres par les consommateurs. Comme me le disent mes clients, mais oui, mais si on met tout ça, comment on fait? On n'a plus de place sur le packaging. Là, il va y avoir un problème. Donc, on pense sincèrement qu'il n'y en a que quelques-uns qui vont sortir du lot, mais on est en mesure de tous les calculer et il faut être capable de répondre à la demande de ce qu'on vont faire les consommateurs. Parce que pour eux, les consommateurs, ces labels, c'est hyper important. Ils leur font confiance. Et ces différents labels, ça arrive dans tous les sens. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a deux enjeux. C'est que les industriels devront utiliser un label qui ne sera pas systématique, puisqu'on va avoir certains clients qui vont utiliser le label A, d'autres le label B. Donc, ils vont se retrouver au milieu du gué à devoir répondre sur cette partie-là. Et puis, il y a un autre enjeu quand on va parler de reporting sur la trajectoire de degrés, c'est qu'un label, c'est des pratiques avec des règles de gestion, mais ça n'amène pas en fait une comptabilité carbone qui va permettre d'alimenter toutes les trajectoires de degrés. Donc, ça amène en fait des nouveaux travaux, des nouveaux métiers, des nouvelles informations à fabriquer chez les industriels pour répondre en fait à ces deux enjeux, un enjeu plutôt de communication, de simplification et de vulgarisation pour le grand public avec ces différents labels. Ils ne maîtriseront pas en fait cette activité-là. Et puis, une partie beaucoup plus data, parce que quand on va vouloir compiler pour pouvoir alimenter sa trajectoire ou des projets comme ACT ou l'évaluation en fait, de sa vulnérabilité à ses émissions de gaz à effet de serre, il va falloir de la donnée chiffrée avec des équivalents CO2 qui sont en complément en fait, de ces labels. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu sur le marché. Et puis, c'est compliqué parce qu'un produit agroalimentaire, comme va vous le présenter Jean, ce n'est pas aussi simple que ça qu'on va vouloir refabriquer de la donnée pour chaque produit commercialisé. Oui, effectivement. Notre objectif, c'est de centraliser la donnée du produit et on va faire un petit jeu. On va prendre une salade. Ça paraît pas bien compliqué, une salade de base, 10 ingrédients, vous allez trouver 4 emballages et puis 3 réglementations qui vont s'y appliquer. Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez le mettre dans le chat de discussion où vous voulez, mais faites l'exercice dans votre tête de vous dire mais combien de données on va stocker autour de cette salade? Je laisse le temps de renseigner 2-3 chiffres ou de vous mettre.
Alors, évidemment, toi, tu m'as mis le truc juste là. Hop, Hmm. Ok, on avance. Je regarde s'il y a quelques chiffres qui apparaissent. 200, ouais, 250, 10, 80, 300. Ouais. Ouais, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Continuez, hein. On est dans la moyenne de la réponse que me font mes clients. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si vous regardez, par exemple, dans Kindu, combien on a de données autour de la salade, et c'est important pour la suite, faut que vous compreniez. Alors, hop, j'ai perdu le lien. Voilà. Déjà, on va avoir 10 identifiants produits, référence, le code EAN, etc., etc. Donc, on a déjà 10 données stockées. Ouais, maintenant, on va rajouter les matières premières avec les allergènes, les valeurs nutritionnelles, toutes les compositions, etc. Vous venez de rajouter juste 200 données autour du produit. Donc déjà, tous ceux qui avaient répondu 50, 100, c'est passé. Comme vous voyez que ma roue est plus longue, on n'a pas fini. Il y a aussi toutes les données qui sont liées à l'emballage. Je vous l'ai dit, hein, on s'occupe de toute la donnée produit. Matériaux, composition, recyclabilité, etc. Là, on a en moyenne encore 150 données qui viennent se rajouter. Je vais continuer un peu. Il y a tout ce qui est lié au prix. Moi, j'ai souvenir de produits qu'on a dû arrêter de mettre à disposition dans les magasins parce que les données prix sont arrivées qu'après les tests et on s'est rendu compte que le produit, on ne pouvait pas le vendre au-dessus du coût de revient dans les années 70, quand j'étais petit. Mais là, vous venez encore de rajouter 40 données sur les prix d'achat, les rendements, les freins, les tolérances, etc. Après, il y a tout ce qui va se rajouter sur la nutrition. C'est très demandé, toutes les valeurs nutritionnelles, le Nutri-Score, les allégations, etc. Là, il y a une centaine de données que vous devez stocker. On est déjà à 500 données. Hein. On n'avait pas encore vu quelqu'un aller jusqu'à 500, mais on n'a pas fini. Vous avez toutes les données de process, l'eau, l'énergie, gestion des déchets. Vous allez encore rajouter une centaine de données. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu, mais vous avez tout l'environnemental qui arrive avec l'origine, le RSE, etc. Là c'est 200 données sur l'environnemental et le sociétal qui viennent enrichir votre salade. Vous allez mettre à dispo toutes les données d'étiquetage avec les labels, les éco-scores, le Nutri-Score, le score carbone, si c'est bio, etc., etc. Pour gérer ça, sur cette salade, on va avoir encore une centaine de données. Puis si je finis, il y a toute la distribution et la logistique, distance, mode de transport, etc., qui vont rajouter encore 100 données. La dernière fois que j'ai fait ce schéma, un prospect, il m'a regardé, il me dit « Ah ouais, mais non, mais moi, en fait, ce n'est pas 1000 que j'en ai, c'est 1500 sur un produit. » Et là, on parle que d'un produit, hein, on est tous d'accord, et je ne crois pas que dans vos sociétés, vous gériez qu'un produit. Alors, c'est ça la question qui se pose. C'est comment on va garantir l'exactitude. Il y a déjà un truc qui est sûr, c'est que ce n'est pas avec Excel. Parce que vous voyez bien qu'avec toutes ces données, on a fait causer toute l'entreprise. Si vous vous passez les données d'Excel en Excel, je prends le pari que d'abord, vous avez 50 fichiers Excel et qu'ensuite, dans les 50 fichiers Excel, malheureusement, les données, ça ne va pas être les mêmes d'un fichier à l'autre. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Puis, on va aussi essayer de vous montrer quel apport ça a pour Olivier que d'avoir des données bien structurées. Voilà. Parce que là, il y a une démarche structurée pour l'éco-conception. Donc, ça, c'est le métier de Kindu, leur capacité à segmenter, travailler les données, qu'elles soient propres et tout. Et les fédérer. Voilà. Ouais. Et par rapport à l'introduction, nous, notre métier historique, c'était d'éco-concevoir des produits, soit un produit, soit une gamme. Et puis, on utilisait soit des outils d'ACV ou des tableurs Excel avec les limites qu'on vient d'avoir. Donc, je fais juste un rappel. L'éco-conception, c'est une démarche qui est multi-étapes. C'est assez connu, je vais être assez rapide. Donc, on va de la production des ressources, des matières premières, sa transformation, sa distribution, l'utilisation et sa consommation. Donc, ça, c'est une démarche qui est multi-étapes, qui est multi-composant parce qu'on va intégrer aussi les emballages primaires et secondaires. Donc, ça, c'est la deuxième partie, excusez-nous, voilà, sur la partie d'éco-conception. Donc, pour tout prendre en compte, on va jusqu'à l'intégration des publicités en lieu de vente et tout, parce qu'un produit éco-conçu, si on
qui a quelques gains, et si en plus de ça, on rajoute de l'impact, parce qu'on a énormément communiqué, tout ce qu'on va gagner d'un côté, on risque de le perdre, donc ça va jusque-là. Et puis après, c'est en multi-critères pour éviter les transferts d'impact, où bien sûr, on va parler de réchauffement climatique, du changement climatique, mais les quantités d'eau prélevées et tout. Donc, ça, c'est une démarche d'éco-conception classique que nous, on menait, et que pour pouvoir le faire, le premier travail à faire, c'est de collecter toutes les données. Donc, on collecte plein de données pour faire un travail d'analyse de cycle de vie, d'imaginer les leviers d'action pour proposer des produits qui, rendus consommateurs, vont être à moins 10% de CO2, moins 20% de CO2, avec une acceptabilité du marché, avoir un consentement à payer des produits qui, dans la plupart des cas, sont plus coûteux, clairement. Quelquefois, on arrive à avoir des produits qui sont moins coûteux, éco-conçus, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a besoin d'amener de l'innovation, qu'on est obligé d'utiliser certains matériaux qui peuvent être un peu plus coûteux. Voilà ce qui se passe pour pouvoir entrer dans l'innovation. Clairement, Olivier, là, c'est le premier gain qu'on a trouvé quand on a commencé à bosser ensemble il y a plus d'1 an sur ce sujet. C'est le temps de collecte des données. On verra peut-être un peu plus tard, mais là, il y avait le premier gain qui s'affichait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait soit des données qu'il fallait fabriquer ou qui étaient à récupérer, qui n'étaient pas existantes chez nos clients. Certains clients avaient un ERP et d'autres avaient en fait un outil type PLM comme Kindo. Et là, quand on s'est aperçu que ces outils existaient, on avait une grande partie du travail qui était déjà pré-mâché. Donc, à partir de là, nous, on s'est aperçu de quoi? Si je vais dans une démarche d'ACV, c'est qu'on récupère exactement, je les passe rapidement, les mêmes éléments qui ont été cités, qu'on retrouve en fait dans un outil PLM PIM comme Kindo. Donc, on s'est aperçu qu'au lieu de refaire les choses et avoir une valeur ajoutée qui était quasiment nulle, de récupérer des informations qui existaient déjà, c'était notre valeur ajoutée les plus en fait dans le calcul des impacts et dans trouver des solutions pour réduire les impacts. Ici, quand vous voyez dans un projet d'analyse de cycle de vie, on a 90% des impacts qui étaient déjà disponibles dans des logiciels en fait comme ceux proposés comme Kindo. C'est ça en fait l'histoire. Pour pouvoir gagner du temps et de ne pas passer du temps à tout récupérer, d'avoir des données qui sont qualifiées. Et après, il y a d'autres externalités positives qu'on verra après dans ce qu'on a pu construire. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Tu as dit le mot il y a 3 secondes. Le mot qui fâche, c'est on nous donne les données de l'ERP. Mais c'est vrai, j'étais encore chez un client la semaine dernière qui dit « Mais moi, j'ai toutes mes données dans l'ERP. » Ah bon, vous avez toutes vos données dans l'ERP? C'est vrai? Vous avez toutes les données liées au packaging? Ah ben non, finalement non. Vous avez toutes les recettes que vous avez fait en historique, etc. Parce que bien souvent, on a lancé une recette et pour une raison X, Y, Z, on l'a abandonnée, mais 6 mois après, 1 an après, surtout quand la personne qui s'en était occupée est partie d'ailleurs en général, mais il ne faudrait pas qu'on reparte de cette recette pour répondre à ce cahier des charges, etc. Est-ce que ça, c'est dans le RP? Non, ça va être quelque part dans un fichier Excel et on ne sait plus où il est, puisque, je vous l'ai dit, cette personne, malheureusement, elle vient de partir. Est-ce que vous avez dans le RP tous les fournisseurs, même ceux qui n'ont pas été sélectionnés, mais qui pourraient justement permettre à Olivier de diminuer ton bilan carbone sur un produit? On l'avait testé à l'époque, on ne l'avait pas retenu pour d'autres raisons, mais n'empêche que lui, il avait un produit bien plus intéressant pour la neutralité carbone. Non, toutes les données, elles ne sont pas dans le RP et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien souvent, il y a une multitude de fichiers Excel qui se baladent et tout le monde se passe des services aux uns et aux autres. Mine de rien, ça fait que quand la personne de la qualité elle est en vacances ou autre, absente pour quelle que soit la bonne raison, on perd un temps de dingue à retrouver la bonne donnée et pire que ça, on n'est pas sûr d'avoir retrouvé la bonne donnée. Clairement, c'est ça qu'on va amener, de vous aider à retrouver la bonne donnée parce que Olivier, comme ça, quand il arrive pour faire son métier, il sait tout de suite où est la bonne donnée. Je vous ai mis quelques verbatim, vous pouvez les lire, mais voilà, c'est ce que disent nos clients. Oups, j'ai été un peu vite. Donc voilà, l'idée de mettre en place un référentiel au milieu de tout ça, c'est que tout le monde va travailler. Alors, c'est le gros intérêt,
c'est que tout le monde va y trouver son gain. La R&D, elle va pouvoir formuler. Donc, en formulant, tout d'un coup, elle met à jour le référentiel, quasiment sans s'en apercevoir. La prod, la qualité, ils vont pouvoir gérer leurs réclamations, non-conformité. On va pouvoir retrouver les dates de fin pour faire les audits suivants. Le contrôle de gestion va pouvoir mettre ses prix de revient en amont. Je vous racontais tout à l'heure cette histoire, mais c'est une histoire vraie, hein, qui a été faite dans les années 80. Moi, j'avais testé des produits et puis j'ai trouvé super bon. C'était les barres chocolatées. Et quand elles sont arrivées sur le marché, elles n'avaient plus du tout le même goût. Alors, c'était mon papa qui les a fait créer, pour tout vous dire. Alors, j'ai été voir mon papa et je lui ai dit, il y a un concurrent qui a fait exactement comme toi. J'avais 7 ans. Mais t'inquiète pas, aucun danger, c'est vraiment moins bon. Mon papa, qui était contrôleur de gestion, il m'a dit, non, c'est le même produit, c'est juste que moi, j'ai fait le calcul du prix de revient juste avant de mettre sur le marché. On a rajouté vachement de sucre pour tenir nos coûts. Bon, là, le contrôle de gestion, il va pouvoir intervenir en amont et on va pouvoir s'amuser à faire des tests en disant et si, et des scénarios. Et on va pouvoir faire des scénarios pareils sur l'éco-conception. Parce qu'une autre chose qui est importante de toutes ces données, c'est qu'on vous les demande de plus en plus. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais aujourd'hui, vous allez devoir les envoyer vers, en moyenne, nos clients envoient la même donnée produit vers 10 repositories, pardon pour le gros mot, vers 10 bases de données différentes pour les clients, que ce soit GS1 ou alors Carrefour qui demande GS1 plus quelques petits trucs, ou alors vers les catalogues électroniques, parce que la vente par correspondance commence à prendre de plus en plus de place, hein. Et là, on va y revenir tout à l'heure, mais il faut, sur quels critères l'acheteur va choisir? Vous allez voir qu'il commence à choisir sur des critères de Nutri-Score maintenant, mais demain, on en est persuadé, il va choisir sur des critères d'éco-conception. C'est le sens de l'histoire. Voilà. Donc, du coup, il est hyper important d'être sûr de ces données et de pouvoir les mettre à disposition pour que quelque part, on puisse exploiter ce trésor. Clairement, n'oubliez jamais, les données de votre entreprise, c'est le trésor de votre entreprise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le syndicat des patrons du CAC 40. Alors, on en est arrivé là. Donc, on en est arrivé là. Donc, d'un côté, nous, depuis 15 ans, on a appris à calculer, à avoir des méthodos et tout ça. On avait des données qui étaient disponibles. On a vu le marché évoluer. Je parle pour O2M. On nous demandait d'éco-concevoir un produit ou une gamme. Et puis maintenant, on nous demande comment je vais faire 200 références, 300 références. Donc, ça devenait très, très compliqué. Donc là, on s'est aperçu de quoi? C'est que dans l'exemple, on a des compositions d'ingrédients, on a des emballages, on a tout qui était déjà intégré en fait dans les référentiels. Après, à partir de là, nous, on a branché en fait les outils d'analyse de cycle de vie. On rebranche, dès que c'est publié, les règles qui sont sur l'affichage environnemental, EcoScore. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Planet Score, mais ce n'est pas encore public, les règles de gestion ou d'un note global ou d'autres. Lequel des 60? Voilà, donc il y en a beaucoup. Et à partir de là, comme on a déjà tout, en fait, on peut tout de suite sortir les 3 résultats que vous voyez à droite. Vous aurez 2-3 imprimes écran. Ça sort les analyses de cycle de vie avec de la data propre qui est compatible en 1440 et tout, qui peut alimenter d'un point de vue data les trajectoires de degrés au moins sur la partie changement climatique. On intègre automatiquement en fait la publication des éco-scores des produits. Et puis, dans certains cas, vous voyez score interne, c'est qu'on a des clients en fait qui se sont imposés en fait en termes d'éco-conception un certain nombre de règles. C'est-à-dire qu'il faut que le rapport contenant-contenu soit équilibré, qu'on ne doit pas dépasser tant d'émissions de gaz à effet de serre pour chaque unité de vente et tout. Et on permet de les adresser pour simplifier en fait la R&D, la formulation, et puis d'avoir différentes expressions de toutes ces données d'origine en fonction des demandes clients, comme vient de le citer Jean. Donc, ça a été un gros travail en fait, pour pouvoir en fait, les rapatrier. Et on va rapatrier dans un premier temps des bases de données moyennes d'Agribalise ou d'autres, mais ça permet à tous les acteurs, dans un premier point, de sortir en fait, leur affichage environnemental et leurs ACV de manière cadencée. Il y a autre chose sur laquelle je voudrais compléter, hein, mais si par exemple on prend l'EcoScore, ils en sont déjà à la 6e version de leur calcul. Il faut comprendre qu'on a pensé ce logiciel d'abord en standalone, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme tel,
mais on l'a surtout pensé évolutif parce qu'on en est au début des calculs. Aujourd'hui, l'éco-score est public, donc on peut le mettre dedans. Demain, ce sera, tu avais dit peut-être Note globale la ou note Planet globale ou Planet Score, on ne sait pas lequel. L'avantage d'un logiciel comme ça, c'est que le jour où Olivier me dit c'est ça qu'il faut, moi, c'est juste une brique à rajouter avec, vous l'aurez compris, juste une formule mathématique qui fait le calcul. Donc, c'est hyper rapide et hyper agile pour être un peu en mode projet. Donc, du coup, on peut aller très loin. Pourquoi? Mais parce que simplement, on a les données et on les a, les données fiables. Et puis, bon, vous allez avoir un imprimé écran de la plateforme. Ouais. Ça, c'est un exemple comment voilà les On a repris sorties. l'exemple de l'éco-score typiquement avec le Cresly. Hein. Voilà. Ouais. Je vais aller juste après un peu plus loin parce que c'est ce qui est intéressant. Donc, bon, là, voilà comment ça se présente. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé sur l'impact carbone de leurs produits, on est obligé de récupérer les matières achetées, un certain nombre d'éléments. La grande puissance du système, pour revenir et reboucler avec l'introduction, c'est que quand on va changer aujourd'hui le sirop de glucose que vous voyez ici, là, au milieu du tableau, par un autre produit, c'est que tous les produits qui contiennent cette matière première-là, en fait, les calculs en fait, se relancent. C'est-à-dire que ça nous permet de simuler, en changeant des matières premières, un emballage ou autre chose, tout de suite, multiplié par le nombre d'UVC, en aide à la décision, c'est est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que cette solution-là nous permet de gagner 5 tonnes, 500 tonnes ou 1000 tonnes? Parce que de manière, ça va se démultiplier dans tous les endroits. Donc, ça permet de scénariser les choses et d'aller beaucoup plus vite dans l'aide à la décision en termes d'éco-conception pour alimenter les trajectoires de degrés. Outre le fait, vous l'avez vu tout à l'heure dans le slide d'avant, qu'on est capable de calculer plein de choses, il y avait une jauge de complétude, il y avait le Nutri-Score et l'éco-score pour notre exemple. Ça, c'est un des deuxièmes gains qu'on a trouvé très rapide, c'est-à-dire que toi, tu peux te concentrer sur ton métier et apporter vraiment de la valeur parce que tous ces calculs se font de manière automatique et tu n'y passes pas trois plombes et surtout, c'est réutilisable. C'est-à-dire que si tu reviens dans 6 mois, tu vas retrouver les données et tu es toujours sûr qu'elles seront au bon endroit. Correct? Voilà. Et d'historiser les trajectoires, qui est une problématique dans un monde où les méthodologies changent, les bases de données changent et tout, pour pouvoir alimenter en fait le reporting. Donc ça, c'est une des externalités assez positives du sujet. Voilà, on espère être très clair. Donc, le propos est de dire, c'est qu'aujourd'hui, on vous présentait un peu notre histoire entre un éditeur qui travaille sur les données produits, un cabinet spécialisé dans le calcul d'impact qui se rapproche et arrive à trouver des solutions qui permettent d'accélérer en fait la transition et qui anticipe aussi d'autres évolutions parce que ça va très, 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 très vite par rapport à ça, notamment dans l'affichage. Donc, et l'autre point aussi, c'est qu'en mettant tout le monde autour de la table, entre le marketing, la production et tous les schémas qu'ont présenté Jean à un moment, ça permet aussi d'emmener en fait l'ensemble d'une entreprise vers une trajectoire de degrés, puisque chacun y participe avec son niveau entre les acheteurs, le market, la logistique et tout. Donc, le premier point à retenir, c'est que c'est collaboratif, ça permet de simuler assez rapidement les résultats, alors que là, si je reprends mon histoire de mon régime, on fait un régime et puis au bout de 6 mois, on va sur la balance et puis on s'aperçoit si on a maigri ou pas. Donc là, ça nous permet d'être un peu plus rapide pour pouvoir le faire. Donc ça facilite en fait tout ça. Donc on gagne du temps, c'est un peu plus réactif. Et puis à la fin, quand nous, aujourd'hui, on est rendu à faire pour certains clients 10 ACV, on fait répéter 10 fois sur différents outils. Quand on change une matière ou un embellage par un autre pour en attendre le résultat, c'est beaucoup plus rapide et ça permet d'accélérer la prise de décision. Donc ça, c'est une force en fait de ça. Un des freins à l'adoption d'une solution comme la nôtre, je vais vous faire part de mon retour d'expérience d'éditeur de logiciels, c'est la finance. Alors, il faut savoir que, bon, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place, hein, on va essayer de vous le montrer après, mais surtout, vous allez retrouver des gains. À l'époque déjà de la traçabilité, ça fait, comme je vous le disais, plus de 40 ans qu'on est dans l'industrie agroalimentaire avec comme origine Vif, et donc on était là à l'époque de la traçabilité. Et ben en fait, en mettant en place un logiciel, et ben vous y avez déjà des gains financiers parce que vous allez faire travailler tout le monde ensemble sur le même logiciel, ça va vous permettre de vous organiser.
Moralité, vous allez aller beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est un petit retour d'expérience dont je voulais vous faire part. Voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à mettre en place. Pourquoi? En fait, c'est presque même plus rapide que si on voulait créer un fichier Excel from scratch, parce qu'on a déjà toutes les données qui sont dans notre logiciel. Vous n'avez plus qu'à les remplir. La reprise de données, ça dépend de chacun d'entre vous, où vous les avez éparpillées ou pas, si vous les avez déjà dans un référentiel. Mais du coup, après, vous allez pouvoir jouer parce que vous avez un référentiel qui est normé. Donc, du coup, on sait exactement quelles données il faut mettre. Les normes de calcul, elles sont connues. Donc, ça va très vite. Et surtout, c'est un petit logiciel qui peut marcher de manière autonome au sein de votre entreprise. Et comme ça, Olivier, tu peux travailler. Voilà. On voudrait terminer avant les questions-réponses parce que pour nous, c'est important et on y tient comme entreprise du territoire française et indépendante. Vous voyez, on est très collés l'un à l'autre. C'est de rappeler à tout le monde, parce qu'il y a pluralité d'outils, il y a des outils qui vont être gratuits ou des outils en ligne. On est en France, ces données sont basées en France, on est très vigilant à ça. Ouais. C'est se rappeler en fait aujourd'hui de la souveraineté des données. On y tient. Je ne sais pas si c'est notre raison d'être de se dire de se proposer une solution française avec des données stockées en France. C'est notre façon d'être, oui. Voilà, c'est notre façon d'être. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des données sur les origines, les pratiques agricoles, la partie nutrition. Ça va dans tous les sens. Il y a des gens qui sont très attentifs pour pouvoir récupérer des recettes, pour quand on fait de la CV, qu'on a tous ces éléments-là, on est en mesure quasi de refaire un prix de revient. Voilà. Donc, ces éléments, ce n'est pas neutre. Aujourd'hui, les outils peuvent être hébergés dans vos entreprises. Comme ça reste chez vous. C'est une des solutions qui est le plus retenue de la part des clients, en fait, pour être sûr que ça soit chez vous. Parce que ça, ce n'est pas neutre. Donc, on veut aussi vous rappeler ça, que donner de l'information, parce qu'on va vous faire des calculs ou d'autres, il y a quand même des points de vigilance. Et juste dans l'actualité, Jean complétera, mais on voit le monde américain qui s'implante en France. Historiquement, ils savent faire et tout ça, soit par rachat, soit par investissement et tout. Donc, c'est des points de vigilance qu'on essaie de vous rappeler. Que la donnée elle a une valeur, qu'elle soit chez vous, qu'on ne la donne pas comme ça et qu'il ne faut pas être naïf en fait, sur son utilisation à court et moyen terme. Donc, avoir ces outils en propre, monter en compétences en propre, s'approprier ces éléments-là avec ces questions de souveraineté, ce n'est pas neutre, et aussi vous sensibiliser là-dessus. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je compléterai juste que nous, on vient du monde du logiciel et que dans le monde du logiciel, il y a longtemps qu'on a compris que c'était la donnée qui était la valeur de l'entreprise. Et ceux qui l'ont vraiment bien compris, c'est les Américains qui valorisent les sociétés sur la donnée. Voilà mon retour d'expérience en tant que start-upper depuis plus de 10 ans maintenant. On assiste à des trucs qui sont impressionnants aux États-Unis. Si vous regardez la valorisation de Tesla, c'est 60 fois plus que la valorisation de Ford. Regardez le succès de Criteo, qui gère toutes les données. Vous savez, Criteo, on appelle ça une licorne, cette licorne française qui vous fait des pubs ciblées quand vous naviguez sur vos smartphones et vos ordis. C'est parce qu'ils maîtrisent la donnée et ils ont été énormément valorisés. C'est vraiment un des enjeux, d'ailleurs, ça vient, il y a le ministère de l'Agriculture, tout le monde en parle, de garder sa donnée, de la maîtriser, de pouvoir jouer avec. Je crois que c'est clé. Ouais. Et pour terminer, notre métier, c'est la mise à disposition des dernières méthodes, des dernières bases de données et de simplifier les choses pour que ça reste chez nous. Voilà. On aurait une phrase de conclusion? C'est ça, c'est faut se la réapproprier, mais aussi pour accélérer la transition, parce que vous aurez besoin des deux. Des labels avec les bonnes pratiques pour une expression conso, mais aussi de la data chiffrée pour alimenter en fait et piloter votre stratégie bas carbone. Voilà pour nous. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Si, on a. Oui, alors il y en a un certain nombre. Merci Jean-Olivier. Donc, tout d'abord, 2 questions sur la cible de la solution. Est-ce qu'elle s'adresse principalement au secteur de l'agroalimentaire et est-ce que c'est compatible avec l'industrie du textile?
Alors, c'est un grand sujet de discussion avec Olivier. Voilà. Comme vous l'aurez compris, nous, ça fait 40 ans qu'on travaille dans l'industrie. T'en vas pas. Dans l'industrie agroalimentaire. Olivier, non, lui, il travaille pour le textile. Donc, aujourd'hui, le logiciel Kindu, c'est pour l'industrie agroalimentaire. Dès qu'Olivier aura fini de me convaincre, et donc dès qu'il y aura des premiers clients, je pense qu'on ira dans le textile. Tu vas nous y emmener très vite. Voilà. Aujourd'hui, on s'est concentré parce que la base intègre le Nutri-Score, qui sont des questions nutritionnelles qui doivent converger aussi historiquement sur le métier de Kindu. Le monde du textile aussi commence à rapatrier en fait du vivant et pas en fait que des polyesters ou d'autres. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Faut s'imaginer qu'il n'y avait rien il y a un an. Donc on a déjà fait une grosse année de travail pour pouvoir intégrer tout ça. On a les premières commercialisations, on a les premiers clients qui en sont contents. Ça fait partie de la roadmap de développement, mais à court terme, on sera plus sur des métiers type de la cosmétique, de la pharmacie et tout, qui se ressemblent un peu plus, parce que les développements spécifiques d'un point de vue du textile demandent un peu plus d'investissement de notre part. L'autre point aussi, c'est l'accessibilité dans le textile de bases de données ou d'informations qui sont souvent en Asie. Et là, il y a aussi moins de données ou de capacités en fait, au niveau des process et tout, au niveau de la transparence au niveau asiatique pour récupérer des informations. Par contre, aujourd'hui, on sait comment faire. Nous, on a l'expérience et l'expertise pour pouvoir en fait adresser d'un point de vue méthodologique. Il y a la capacité à récupérer les bonnes données. Mais à court terme, c'est un projet, il faut compter entre 6 mois et 1 an, pas avant. Ok, Ceci, merci. toi, tu es capable de faire le textile. Par contre, nous, on le fait, mais on le fait de manière moins cadencée. Après, c'est des discussions. Est-ce qu'on va vers des éditeurs de PLM qui sont spécialistes textiles? Mais ça, c'est des discussions entre nous. Voilà, mais du coup, excuse-moi Claire, mais ça répond presque à la question. Pouvez-vous donner un exemple concret temps gagné? Bah ouais, sur une ACV de 8 jours, tu me dis qu'on vous fait gagner 2-3 jours. À voir plus. Aujourd'hui, quand c'est bien paramétré, quand avant, il fallait tout refaire une ACV de A à Z sur des outils historiques, type un CIMAPRO ou un OpenLCA, aujourd'hui, quand tout est bien rempli, on est capable de redescendre à une demi-journée, une journée, la capacité en fait, à produire en fait, de l'ACV. Donc, le temps gagné, il est important. Je vois la question sur les gains GES. Il y a plusieurs sujets sur les gains GES. C'est qu'on a des questions sur l'emballage de contact alimentaire. On a des questions. Donc, ça nous permet surtout de modéliser les différents scénarios. Pour faire simple, ça nous permet d'être beaucoup plus rapide pour dire ce produit-là, il va faire moins 10 ou moins 15% de gaz à effet de serre, sauf que en rendu client, il y a une augmentation de 3 à 4 cents par unité qui n'est pas acceptable par marché. Ça nous permet d'arbitrer rapidement entre le gain et la capacité en fait, de revendre le produit derrière. Donc, on gagne surtout beaucoup de temps en fait, dans l'aide à la décision et dans la simulation. Et du coup, en termes de temps d'implémentation, entre l'identification des données, la collecte, la mise en place, la formation à l'outil, ce serait à peu près quoi comme durée? Durée projet, en fait. Quelles sont la durée des grandes étapes pour l'implémentation de Kindu? Entre 3 à 6 mois, même pas. Mais ça dépend. Ça dépend. Alors, ça dépasse, mais nous, on peut installer Kindu si on prend la version standard et standalone en 10 jours. Mais après, la question suivante, c'est de combien de temps le client a besoin pour collecter toutes ces données et les rassembler. Alors là, lui, il peut y arriver en une journée comme en semaine, en fonction du nombre. Voilà, mais et après, si on installe tout le référentiel et qu'on veut faire travailler tout le monde, alors là, oui, tu as raison, ça peut être des projets de 6 mois. Donc, la réponse, tout le monde nous pose toujours cette question. Malheureusement, il n'y a pas de réponse figée. Ça peut aller très vite, moins d'un mois à plusieurs mois. Donc, il y a deux façons. Soit il y a des données qui sont déjà disponibles de façon assez propre, donc on les reprend
il y a une partie intégration, on va dire. Oui, parce plutôt qu'on a numérique. on a un outil de reprise de données qui accélère effectivement. Voilà. Ouais. Donc, on fait des extractions, ça précomplète en fait le référentiel et puis il faut compléter à la main ce qui manque comme données pour pouvoir le faire. Mm. Donc ça permet de gagner du temps. Et puis, dans certains cas, ceux qui veulent y aller en fait pas à pas, ils ont l'installation de l'outil et c'est au fur et à mesure qu'ils vont vouloir éco-concevoir qu'ils vont rentrer en fait les données dans l'outil. Et après, en formation, c'est assez… en 2 jours, c'est plutôt d'expliquer ce que c'est que l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, quelles données on doit prendre, quels sont les points de vigilance, et puis après de rentrer les données, comme c'est relativement automatisé. C'est plus une formation pour comprendre et analyser en fait les différents impacts, de bien comprendre ce que c'est qu'une particule fine, ce que c'est l'ionisation, ce que c'est le réchauffement climatique pour avoir ces introductions dans la CV et comment calculer l'éco-score qui va demander du temps en formation, mais c'est assez pratique à utiliser. J'ai une question sur où sont stockées les données? Dans quel data center sont stockées les données des produits? Ouais, c'est une super question parce qu'effectivement, on aurait vite fait de les mettre aux États-Unis sans faire gaffe via Amazon. Alors, on peut effectivement les stocker chez Amazon. Jamais on les stockera, on les mettra sur Amazon US, mais on les mettra, et maintenant il y a des data centers en France, ce qui fait qu'on ne tombe pas sous la loi du Patriot Act, c'est hyper important. Moi, pour la petite histoire, dans la startup que j'avais fondée avant, on l'a emmenée aux États-Unis et elle marche très bien. Et les Américains n'ont pas vu d'un bon œil des Français arriver. Et donc, comme on avait stocké nos données chez Amazon US, pendant 1 an, on n'a pas eu le droit d'avoir accès à nos données parce qu'elles étaient sous la loi du Patriot Act. Donc, on peut les mettre sous Amazon, mais ce sera en France. On peut les mettre sous OVH, ou alors, comme vous le disiez, Olivier, tout à l'heure, on peut faire une installation on-premise, et là, elles sont chez vous. Tout dépend, en fait, tout dépend du client et de ce qu'il veut. Donc, on peut les mettre partout, mais on vous conseillera pour faire gaffe quand même. Et nous, de notre côté, puisqu'il y a des parties en fait qui sont utilisées chez nous parce que certains ne veulent pas ou ne vont pas assez éco-concevoir. Donc, on a une partie d'éco-conception, on va dire, au cas par cas, produit par produit. Donc, nous, c'est stocké complètement en France dans nos locaux, puisqu'on a une version qui est chez nous. Et enfin, pardon. Et donc, une question sur les données environnementales, agricoles et des emballages. Est-ce qu'elles sont aussi précises sur des produits d'origine France et par rapport à des produits hors UE, par exemple? Quelle est la précision des données environnementales agricoles qu'on utilise? Là, on utilise dans un premier temps les dernières bases de données publiées, c'est-à-dire qu'il y a notamment Agribalise avec sa dernière version. Donc après, on peut avoir des débats sur Agribalise ou pas. Par contre, ce qui est possible, c'est que quand on va avoir une ACV spécifique, on va avoir une filière qui va dire, moi, j'ai créé une filière où je crée un lait 100% herbe et qu'on est en mesure d'avoir un échantillonnage assez robuste, on peut les remplacer dans la donnée. Donc, c'est plutôt la capacité, donc on va d'abord screener les dernières bases de données qui sont publiques et qui sont reconnues par la recherche. Donc, ça, c'est les premiers points. Et après, on peut remplacer par des données qui vont être spécifiques parce qu'on va avoir une ACV qui va être normée par un fournisseur, que ce soit de matières premières, que ce soit ou d'emballage. Après, c'est sûr que si on est dans une production dans un pays tiers qui n'a jamais travaillé sur le sujet, qu'on a juste un ensemble de pratiques, aujourd'hui, on ne peut pas le rendre transparent en termes d'analyse de cycle de vie s'il n'y a pas de publications qui ont été faites. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, moi, je veux remplacer en fait ma pomme française sur laquelle les instituts techniques ont travaillé par, je vais prendre un pays et j'en ai aucune idée, mais si, admettons, la pomme en Albanie, et si l'Albanie n'a pas un institut technique qui a produit, c'était quoi la pomme, on ne pourra pas le remplacer, donc on aura une affectation. Sinon, on a des clients qui nous disent, moi, je vais retravailler en amont pour pouvoir en fait avoir l'impact environnemental d'une production pied ferme de ce type de pomme qu'on va pouvoir réintégrer. Après, on va être vigilant à savoir est-ce qu'on est bien dans les bons périmètres, est-ce qu'on est conforme en 1449 ou 1469 ou d'autres sur la partie ACV pour pouvoir la remplacer. Donc, aujourd'hui, nous, je disais, on a 15 ans. Il y a 15 ans, on avait juste l'impact environnemental d'1 litre de lait. Maintenant, on est capable de différencier 20 types de lait parce qu'il y a du lait en fonction des régions, en fonction des races et tout ça. Donc,
Ce qu'il y a, c'est qu'on rentre en fait dans l'outil les dernières bases de données qui sont disponibles et que si on est en mesure, ou nos clients sont en mesure de prouver sur certains produits qu'on a une ACV qui peut le rentrer, on est capable de le modifier pour pouvoir se rapprocher de la vérité. Aujourd'hui, c'est des outils qui permettent d'accélérer les choses. Il y a tout un travail par l'ensemble de la communauté autour du climat ou d'autres de fabriquer de la donnée qui nous manque parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas fait de données sur chacun de ces produits. Et donc, je pense une question en lien avec ce que tu viens de nous dire, Olivier. Mm. Est-ce que Kindle utilise des bases de données payantes comme EcoInvent? Oh bah ça, c'est génial, c'est mon partenaire qui va répondre. Vas-y. Oui, non, mais c'est bien. Il y a des bases de données qui sont payantes, comme EcoInvent. Il y a des bases de données qui sont gratuites. Ce qu'on s'attache à faire, c'est de récupérer systématiquement les dernières versions. Donc, c'est un oui. Il reste plus que 2 minutes, donc je ne sais pas. Et peut-être une dernière qui peut être répondue assez rapidement. Pourquoi les clients ont-ils besoin d'autant de données sur un produit? Trop d'infos tue l'info. Ah, mais ça, on le subit. Ce n'est pas notre volonté. C'est que c'est juste un état de fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas redemander des choses inutiles ou par expérience, on ne va pas aller collecter une information sur laquelle on va avoir très, très peu d'impact. Donc, il y a des normes. Que nous, on utilise sur la partie éco-conception ACV. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, toutes les données qu'on présente aux gens, elles sont nécessaires parce qu'il faut alimenter en fait les clients de nos clients. Et eux, ils subissent ces demandes d'information. Après, qu'elles soient exploitées ou pas, ça c'est un autre sujet. Nous, on prend l'information qui est déjà existante et on rajoute juste celle dont on a besoin pour être en conformité en fait avec les principes de l'affichage environnemental et de l'éco-conception. Très bien, merci. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Donc, on appelle Emeline. Oui. Je suis là. Et du coup, merci beaucoup à vous pour cette présentation très intéressante. Merci à vous, participants, pour vos nombreuses questions.